C'est là que les gens, des fois, comprennent pas, c'est que le 25 % est appliqué à l'achat par la compagnie américaine. C'est lui qui paye 25 % plus cher. C'est ça. Éric Gravel, qui a bâti plusieurs entreprises à succès et qui a une forte expérience dans le marché américain. La différence est énorme parce que quand arrivent des conflits comme celui qui est là, les vraies couleurs commencent à sortir. Je pense qu'au Québec, on s'est pas assez réveillé sur ce partenaire-là, qui est les Américains, puis on s'est jamais dit, c'est-tu vraiment le meilleur partenaire qu'on peut avoir? T'sais, ça a coûté ma santé, je pense, à un certain niveau. T'avais-tu l'intention de leur donner la fibre entrepreneuriale? Mes enfants, j'aurais souhaité qu'ils m'en parlent jamais. Pour vrai? Hey, bonjour et bienvenue dans un autre épisode du Côté sombre des affaires. Mon nom c'est Olivier Paré et aujourd'hui, on rencontre quelqu'un qui est un multi-entrepreneur, qui a bâti plusieurs entreprises à succès et qui a une forte expérience dans le marché américain, import-export, mais aussi à l'international. Et avec toute la saga qui se passe avec la hausse potentielle ou les tarifs potentiels avec les États-Unis, toute l'incertitude que ça crée dans le contexte actuel, dans l'économie locale québécoise, mais aussi canadienne et nord-américaine, eh bien, j'ai voulu inviter sur le podcast aujourd'hui quelqu'un qui est habitué de dealer avec les Américains puis qui comprend très bien ce qui se passe en ce moment pour échanger puis apprendre de tous les concepts de distribution, importation, exportation, mais aussi apprendre de ses erreurs de parcours, ses apprentissages des dernières années. Alors, Éric Gravel. Salut Éric. Salut, ça va bien? Yes, certainement. Merci de l'invitation. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir ici au Manoir pour ce beau podcast-là. Donc, Éric, tu as créé Ice Epoxy, que tu as scalé, que tu as vendu à une société américaine, justement, que tu as finalement racheté. Ensuite, tu as lancé récemment Livora en famille, qui sont des boutiques d'articles d'animaux. Exact. C'est tous les animaux, right? Hein? C'est pour tous les chats et chiens principalement, mais aussi on peut avoir les structuré en franchise, puis là, tu as le vent dans les voiles. Tu es impliqué aussi avec Guillaume Abatiello et la famille Abatiello, en fait, dans UB, qui va disrupt le market dans toute l'industrie du courtage immobilier et de l'achat-vente de propriétés au Québec. On va en parler un petit peu plus tard. Et tu as eu la bonne idée de vouloir relancer le panier bleu 2.0. On t'a vu passer. Bonne idée, on ne sait pas si ce serait le terme. C'est idée, j'ai pas le temps, mais on va la faire, mais oui, effectivement. All right. Bref, un créateur de richesse, un entrepreneur, un gars qui a plein de projets, puis bien content de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Yes. Parle-nous donc un peu. On va aller tout de suite vers ce qui nous touche actuellement là, dans le marché, toute l'incertitude qui plane entre les États-Unis, le Canada. C'est quoi ta première réaction, toi, qui est un gars qui, je pense, 60% à peu près de ton chiffre d'affaires dans Ice Epoxy provient des Américains, veut pas, tu as une hausse de 25%, ça t'impacte directement dans tes ventes. Ça a été quoi ta première réaction en lien avec ça? Et comment tu penses que ça va impacter le marché si ça se produisait? Bien, en fait, ma première réaction était vraiment de regarder ça d'un œil froid puis de prendre un pas de recul parce que la panique, ça ne sert à rien. Parce que généralement, ce que le président va dire n'est pas nécessairement le reflet de ce que ton client va penser non plus. Donc, il ne faut pas penser automatiquement que le client va être en panique. Ça peut arriver dans certaines industries, dépendamment comment que ça va impacter. Nous, de notre côté, notre plus gros client, c'est Maynard USA, présentement, qui ont 357 magasins, qui est une quincaillerie comme un Rona, si on veut. Puis, il n'y a eu aucune discussion, aucun discours, rien de leur part. Puis, il y a beaucoup de produits canadiens qui eux, vendent d'ailleurs dans leur quincaillerie. Puis, au final, la discussion s'est faite vraiment le lundi matin, où inévitablement, on s'en allait vers un tarif. Puis moi, de bonne volonté, je leur ai écrit, j'ai dit, écoutez, notre taux de change a changé déjà depuis comme 7 % qui avait diminué. Donc, ça m'avantage de 7 %. J'ai dit, j'ai des marges qu'on est capable de faire quoi que ce soit. Et là, c'est là que les gens, des fois, comprennent pas, c'est que le 25 % est appliqué à l'achat par la compagnie américaine. Donc, moi, si j'y donne un rabais... Non, c'est ça. C'est lui qui paye 25 % Alors, quand j'ai fait le calcul, globalement, là, si on ferait un calcul inversé, règle de 3, il faut donner environ un rabais de 15 % pour rebalancer le tout. Fait que quand on prend le 15 % puis moi, j'enlève 15, mais j'ai regagné 7,
globalement, ça impacte mon coût de peut-être 7 à 10 négativement dans le fond. C'est quand même pas mal, par contre, dans une business de distribution, c'est des plus petites marges en général que dans le retail. Oui, exactement, mais mes industries ont toujours été focusées sur justement les marges, les optimiser au maximum. J'ai toujours essayé de jouer entre 30 et 40 même dans le temps que j'étais manufacturier avec Pure Epoxy, exemple, puis encore aujourd'hui avec Ice Epoxy. On essaie de mettre des marges qui me donnent de la latitude quand j'arrive avec des entreprises comme celle-là. Parce que si on ne joue pas sur le taux de change quand on vend, puis on essaie d'être greedy, puis d'essayer vraiment de tout prendre de la monnaie, bien, c'est là que l'Américain, à un moment donné, il est capable de faire le calcul inverse, lui-ci, de dire, OK, bien, tu fais vraiment des grosses marges. Fait que moi, j'ai toujours joué sur le fait que, bien, OK, le taux de change me permet d'aller chercher une grosse marge, puis d'être avantageux, une profitabilité. Il faut optimiser là-dessus, puis faire les prix en conséquence. Puis c'est comme ça que je suis rentré tout le temps dans le marché américain, dans le fond. Okay. Le podcast Le Côté sombre des affaires est produit par Avego Club Privé. C'est quoi le Club Privé Avego? En fait, c'est un réseau exclusif de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'entrepreneurs de haut niveau qui veulent s'entraider, apprendre et vivre des expériences uniques et authentiques ensemble. Les gens qui font partie du club privé sont typiquement des entrepreneurs de plus de 15 à 20 ans d'expérience, ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars par année. C'est des gens qui sont des leaders dans leur domaine, dans leur industrie, des personnes humaines, authentiques, qui se prennent pas pour d'autres. Se joindre à Avego, c'est de faire partie d'une famille, d'un regroupement de gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent grandir, évoluer, triper ensemble. Si vous voulez appliquer pour le club privé, vous pouvez rejoindre avegoacademy.ca et si votre demande de candidature est retenue, vous allez ensuite rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra valider si le club privé est fait pour vous et est-ce que vous êtes rendu là et par la suite vous donner les explications de comment le programme fonctionne. Alors, avegoacademy.ca. Et on retourne au podcast. Tu as exporté pas mal aux États-Unis, mais aussi en Europe, ailleurs dans le monde. C'est quoi la grande différence que tu vois, toi, comme entrepreneur, de dealer avec les Américains versus dealer avec, disons, l'Union européenne ou d'autres? Quand on regarde, justement, ce qui m'a fait un peu changer de bord versus l'opinion des Américains, puis je les connaissais comme ça. Là. Je veux dire, c'est un peuple qui est très protectionniste, mais il aime les Canadiens jusqu'à temps qu'ils t'aiment moins. Donc, c'est toujours cette relation-là. Elle est toujours fragile. Elle est jamais... Il y a toujours un compétiteur qui va dire achetez américain en premier, achetez pas canadien. Puis tu as l'Américain qui, lui, pense à sa poche, puis il va dire ben moi, j'achète canadien parce que je paye 20-30% moins cher à cause du taux de change. Donc, la différence, c'est que les Américains sont extrêmement émotionnels sur leur dollar, puis sur leur relation, puis sont prêts à switcher. Fait que c'est pas un bon partenaire. C'est pas un partenaire fidèle. Il est moins loyal. Il est moins loyal. Il va y aller avec toi quand ça fait son affaire. Puis c'est pour ça que c'est important de se diversifier. Alors que l'Européen, lui, on va là, puis t'es comme un héros, un sauveur, de la qualité. C'est très relationnel. C'est très relationnel. Ils sont heureux de t'avoir. Ils veulent t'accueillir. Puis, juste avoir un business meeting avec un Européen versus un Américain. Américain, c'est right to the point. On parle de cash. Européen, tu parles pas de cash tout de suite. Là, on va voir si ça fit, parle-moi de ta famille, exactement. On prend un café. Puis quand on donnait des formations, exemple en Europe, en Belgique principalement, quand je te présentais, c'était ici, on a une sommité en époxy, Éric Gravel, du Canada. Tu sais, le mot Canada, sont fiers, parce que pour eux, c'est un gage de qualité. Puis ils savent aussi comment que nous, on est un peuple qui est quand même apprécié et aimé partout dans le monde. Alors que l'Américain, lui, ce côté-là, il dira jamais « Hey, j'achète de Éric Gravel un Canadien. » Ça va être comme « Non, j'achète du Canada, puis c'est comme juste parce que c'est moins cher. » Donc, la différence est énorme parce que quand arrivent des conflits comme celui qui est là, les vraies couleurs commencent à sortir. Et là, c'est là que je pense qu'au Québec, on ne s'est pas assez réveillé sur ce partenaire-là, qui est les Américains, puis on ne s'est jamais dit vraiment, c'est-tu vraiment comme le plus fidèle qu'on va avoir, le meilleur partenaire qu'on peut avoir? Fait qu'on on a pris la facilité, nous aussi, où il est à côté, c'est plus proche, versus vendre peut-être à quelqu'un en Afrique. Pourtant, j'ai vendu en Afrique, puis il y a des gens qui ont de l'argent là-bas. Puis il y a de la business là-bas, puis il y a du gros développement. Oui. En Inde, j'ai eu des projets qui m'ont été présentés en Inde pour de l'époxy, où c'est énorme. La population est énorme là-bas aussi. Donc, je pense que c'est la facilité. C'est juste comme, hey, on cogne à la porte, il répond. Tu vois-tu ça pour une opportunité, justement, quelqu'un qui exporte beaucoup aux États-Unis en ce moment, de se dire, hey, il y a peut-être d'autres marchés où est-ce que je pourrais entretenir des relations plus
plus à long terme, plus loyal, basé sur des valeurs qui font qu'on va perdurer dans le temps ensemble? 100%, puis des deux côtés. Je pense que si je vais en Europe, par exemple, si je vais à Bruxelles, il y a des produits qu'on pourrait facilement importer ici, puis qu'eux... Oui, puis excuse le terme anglais, mais les trade agreements, là, les gens les connaissent pas assez, parce qu'il y a des relations de libre-échange qui sont créées par le Canada avec d'autres pays. Je te donne un exemple, l'Algérie. Il y avait un Algérien de Montréal, parle très bien français, est né en Algérie, mais a vécu toute sa vie ici. Puis il m'avait dit, Eric, il dit, l'Algérie vient de sortir un programme de libre-échange avec le Canada, que si on fait une usine, exemple, en Algérie, ils vont payer 50% des frais, je pense que c'était des grosses subventions, mais tu dois apporter tes formulations et fabriquer en Algérie. J'ai dit, OK, puis le deal doit se faire avec un Algérien. Donc, c'est partnership 50-50 avec un Algérien. On n'est jamais allé de l'avant, finalement, avec le projet, mais c'est beaucoup d'opportunités comme ça qui sont inconnues. Puis si les gens creuseraient un petit peu plus, ils seraient capables d'amener. Parce qu'on a des bonnes technologies, puis pas juste technologie, on a des bons produits, on a du bon développement, mais on ne fait pas assez cette recherche-là. On cherche la facilité. La première facilité... Ça, j'allais dire, pourquoi tu penses? La simplicité, la facilité? Simplicité. La majorité des entrepreneurs que je croise qui me diraient que je veux me lancer en affaires, son premier réflexe, c'est « je veux vendre au Québec ». C'est vrai, c'est hein? correct, mais ça, c'est la facilité. Mais tu peux vendre en Ontario aussi à côté. Pourquoi tu ne vas pas vendre en Ontario en premier? Pourquoi tu n'essaies pas de développer ici? Puis, on cherche à être bon chez nous, puis après ça, on fait comme « OK, je suis satisfait avec ça, je ne veux pas aller plus loin ». Alors qu'il y a toutes les autres provinces, alors qu'il y a les États-Unis, puis alors qu'il y a l'Europe. Puis moi, aujourd'hui, je dis aux gens... L'Asie, l'Afrique, le Mexique. Oui, l'Amérique du Sud, c'est aussi, là, ça bouge. Quand on a développé, on est en développement international au niveau de l'époxy avec Pure Epoxy, mon plus gros client est rapidement devenu le Mexique. Parce qu'il n'y avait aucune compétition sur la céramique. Il y avait des installateurs à profusion, qui sont quand même pas chers pour eux aussi. Les hôtels, qui avaient tous besoin de refaire le plancher. Puis quand ils ont découvert, puis c'est un marché qui est vierge, donc on arrive là, il n'y a aucun compétiteur. Puis on s'installe, puis le gars, il a importé, on a vendu pour des centaines de milliers de dollars là-bas au Mexique. Fait que ça, c'était un marché pour nous de plus. Mais après ça, il y a l'Amérique du Sud. C'est terrible, le développement, puis ça pourrait être pour du bois franc, ça pourrait être pour plein de produits. Donc, au niveau de la construction, il y a des projets partout dans le monde. Fait que je pense que c'est ça, c'est que si les gens se creuseraient un petit peu plus la tête, puis on développerait mieux notre réseau, ben on se mettrait moins dans le trouble. Parce que je dis tout le temps, en affaires, ton client ne doit jamais dépasser 25% de ton chiffre d'affaires. Ton meilleur client, puis moi, je l'ai dépassé souvent, cette ligne-là. Je la dépasse présentement, comme Maynards. Surtout en distribution, c'est souvent le cas, là. Maynards et mon chiffre d'affaires représente environ 50% de ma business présentement. Fait que si demain matin, le tarif s'imposait, puis Maynards font comme, ben, sais-tu quoi, on va l'acheter ailleurs, je viens de perdre 50% de mon chiffre d'affaires. C'est trop risqué. Donc, il faut diversifier. Puis là, je suis à vouloir trouver justement... d'autres clients, d'autres partenaires. Ouais, tu vises-tu justement des distributeurs dans d'autres pays? Ben, j'ai l'Europe, présentement, on est en Belgique, mais j'ai pas pris le temps de le développer et de le pousser ou de dire, ben, je vais travailler avec mon distributeur. Fait que là, c'est comme, mon produit est là-bas, mais je fais pas d'effort pour le pousser plus. Mais là, ça m'a réveillé de dire, OK, je vais trouver du temps pour les aider à développer ce marché-là. Faire plus de formation, faire plus de cohortes et essayer de justement... Oui, exactement. Okay. Quelqu'un, mettons, qui nous écoute puis qui juste au Québec ou juste ou principalement aux États-Unis puis qui se dit, ouais, mais par où je commence pour aller, mettons, au Brésil, aller au Mexique, pour aller en Europe ou en Asie? Je suis curieux de savoir, toi, comment tu t'y es pris. Est-ce que c'est des introductions par des contacts que tu connaissais déjà, des recherches que tu as carrément lancé des emails, lancé des perches à du monde? Est-ce que c'est des voyages, puis rendu là-bas, tu rencontres du monde? Comment tu conseillerais quelqu'un qui veut développer des relations dans d'autres pays? Tu sais, un pays que tu n'as jamais été, mais que tu sais qu'il y a un marché potentiel. Tu vas rire parce que j'ai un processus qui est quand même documenté, très précis, j'utilise. Si on prend la Chine, par exemple, OK? J'ai jamais été en Chine de ma vie. Pourtant, j'ai une tonne de relations là-bas en Chine, en Corée. Puis j'ai toujours fonctionné sur le même principe pour l'importation. Donc, pour l'importation, ça te prend un broker, un courtier en douane, qui va faire toute ton inscription, ton bond. Et là, tu peux t'inscrire tout de suite Canada, États-Unis, importation, exportation. Donc, tout ça, une fois qu'il est en place, après ça, c'est de te renseigner sur les produits que tu vas vendre. C'est quoi les tarifs? Donc, il y a des codes qu'on appelle HS. Donc, ces codes-là sont documentés partout dans le monde. Et c'est là-dessus que le gouvernement va placer des tarifs. Si, exemple, je prendrais... Bon, le dernier tarif que Trump voulait mettre n'était pas appliqué sur les produits pour animaux. Donc, déjà, à partir de là, ben, la panique, elle se désinstalle rapidement parce que tu fais comme, OK, ça me touche pas. Mais c'est sûr que quand il en parle, lui, il va dire, c'est sur exemple, sur tout. Donc, mais, tu sais, ça, c'est très généralisé. Ensuite, un coup que tu as ton courtier, puis
puis que là, tu développes des relations, c'est de justement envoyer des messages, puis souvent, on va se servir des médias sociaux. Moi, c'est ce que je faisais. Puis je vais envoyer plusieurs messages, puis des fois, tout au même intérêt. Donc, si je prenais les Chinois, je veux un produit en particulier ou une matière première, je vais envoyer 40 messages. Sur les 40, il y en a peut-être 30 qui vont me répondre. Puis sur les 30, il y en a 10 qui vont être fatigants, 10 qui vont être harcelants. Puis je commence à réduire les taux comme ça. Puis un coup qu'on arrive à, OK, c'est le bon produit, là, négociation de prix, échantillonnage, puis encore là, les taux vont se réduire jusqu'à ce que tu trouves le bon partenaire. Mais quand je décidais d'aller dans un autre pays, Facebook, publicité, c'est exemple une qu'on avait faite, je trouvais ça drôle, j'avais pris l'Afrique, j'avais choisi, je pense, je me souviens plus quel pays, un des pays au nord de l'Afrique, il y avait un marché là-bas, je pense que c'est le Congo ou quelque chose comme ça. Quelqu'un m'avait dit, écoute Éric, j'ai des relations là-bas, je peux vendre ton époxy. Je dis, alright, je vais juste tester le marché. J'ai fait un post Facebook en anglais au Congo, puis là, je me l'ai fait renoter, c'était français. Ah oui. Oh shit, t'es sérieux? Non, mais c'est ça, mais j'avais vraiment pas. Mais on avait eu 150 000 vues, quand même, des milliers de commentaires, puis là, c'est comme, hey, je veux. Mais dans ce lot-là, à un moment donné, tu vas avoir quelqu'un qui va dire, hey, j'ai un entrepôt, moi, je suis intéressé de ton distributeur. Puis là, ça m'intéresse. Là, tu rentres en privé, exact. tu y écris. Fait que j'ai toujours fait ce processus-là comme ça parce que tu peux cibler avec Facebook dans quel pays tu vas aller faire ta publicité. Ça a toujours bien fonctionné. Puis de jour après jour, OK, j'annonce un nouveau distributeur au Mexique. Ce que ça fait, c'est que là, il y a quelqu'un qui le voit, exemple, en Inde, fait comme, OK, lui, ce gars-là, il est en train de s'installer partout dans le monde, donc je suis intéressé avant que quelqu'un le prenne. Donc, c'est un peu servir des médias sociaux puis des contacts pour arriver. Puis, un moment donné, ça fait effet boule de neige. Donc, tu n'as plus besoin de vendre ta salade, tu es connu. Puis après ça, tu peux faire des trade shows, comme à Las Vegas, où on allait au World of Concrete, exemple. Là, on rencontrait tous les clients potentiels ou les fournisseurs. Là, donc. Puis après ça, un peut t'amener un autre. Tu parlais de où en Europe que tu es déjà? En Belgique. En Belgique. Tu vas ouvrir en Suisse, mais ton gars de Belgique va t'aider à rencontrer les bonnes personnes en Suisse. Ou, fait que notre client là-bas en Belgique, lui, il a des quincailleries, en ont 7. Puis, justement, il y a des clients, puis il y a des partenaires en Allemagne, en France. Eux, il n'y a pas vraiment de frontières là-bas, fait que l'Europe est quand même ouverte. Comme la dernière fois que je suis allé, on est descendu en France rencontrer un distributeur un peu en dehors de Paris. Puis c'était drôle parce qu'on était tous assis en même pièce. Le Français de France comprend ce qu'on dit, mais là, ne parle pas de la même façon. Le Belge ne comprend pas ce qu'on dit, même s'ils comprennent, mais aussitôt qu'on parle rapidement et qu'on coupe nos mots, ils ne comprennent rien. Les sacres, ils ne les comprennent pas, les expressions. Puis le Belge entre le français, en tout cas, c'était trois Français, finalement. Mais on parle tous des langages différents, mais on a la même culture quand même. C'est ça qui est intéressant. Versus un Américain qui n'a pas nécessairement la même la culture que nous. Oui, notre culture est beaucoup plus proche des Européens que les 100%. Américains, là, c'est clair. 100%. Ouais. Dis-moi, en importation-exportation, c'est quoi l'erreur la plus importante que tu as faite dans ta carrière? En exportation, c'est de négliger tout le côté assurance, transport, parce que je travaillais avec des matières dangereuses. Puis en voulant couper les coûts? Conformité, oui, c'est ça. Okay. Je t'explique les 3 points. Transport. Demain matin, exemple, j'envoyais un produit, matière dangereuse, inflammable. Puis là, c'est comme, hey, c'est trop cher. Tu sais, passe-les comme régulier, dis-les pas aux transporteurs. Puis là, ça s'en va. Puis, exemple, il arrive un accident, cause un incendie, décès d'une famille, cause un incendie, puis il prouve que c'était ton produit non déclaré. C'est sûr et certain que FBI s'en vient te chercher, menotte, t'es extradé là-bas aux États-Unis. Fait que ça, on l'a rapidement comme compris ça, mais dans les débuts, on a fait ces erreurs-là, puis on s'est corrigé au fil du temps. Ensuite, au niveau des taxes, ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Puis on l'a su à la vente. On a été chanceux parce qu'on n'a pas été impacté. Mais moi, je vendais énormément, exemple, à mon plus gros client en Ohio. OK? Puis il existe un concept de taxe aux États-Unis qui s'appelle un nexus. OK? Fait que les gens peuvent aller chercher l'information là-dessus. Puis ça va nommer les minimums, le maximum, en fait, que tu as le droit de vendre dans un État avant de payer une taxe. Avant de payer une taxe. Puis c'est chaque État qui est chaque État est différent. Fait New York, je pense que c'est 100 000. Par État. L'Ohio, c'est 200 000. Puis à partir du moment que tu traverses cette chose-là, mais moi, j'étais pas au courant. Là, quand tu es rendu à 28 millions de chiffre d'affaires puis qu'il y en a comme la moitié qui se traverse les douanes, là, ça peut comme avoir un impact. Mais on a été chanceux parce que quand on a vendu, eux ont pris une firme comptable expert dans ce domaine-là.
Puis les calculs ont été comme arrivés on point. Ce qui nous a sauvés de l'Ohio, parce qu'on n'était pas en règle théoriquement avec leur limite de taxes, c'est qu'eux le revendaient dans d'autres États. Donc, c'est toujours le end point. Ça veut dire le client final, c'est lui qui détermine si tu dois payer ou déclarer une taxe dans cet État-là. Tu vois, je ne savais pas ça. Ouais. Très bon. Si je vends en Ohio, puis lui, ça repart, je ne suis plus responsable de la taxe. Par contre, si tu es plus responsable. Donc, si ça s'en va en Californie, mais que tu avais déjà ton seuil d'atteint, ça ne change pas. Ça ne change rien. C'est si, exemple, j'ai comme là, Ice Epoxy, j'ai un site de vente en ligne, et si j'ai un client qui l'achète directement de la Californie ou de l'Ohio et que lui s'en sert, ça, c'est le point final. Donc, on doit s'assurer que ce client-là, s'il dépasse une certaine limite, je vais devoir lui déclarer une taxe. Fait que c'est le même concept, dans le fond, que la TPS. C'est juste que moi, je vais lui charger la taxe et je vais la payer à l'État. Ils veulent juste s'assurer l'État qui collecte la taxe correctement. C'est la seule façon. Fait que ça a été l'erreur. Ça a été une erreur, mais un apprentissage en même temps. Puis, au niveau, après ça, des formulations. Ça, c'est l'autre point en importation-exportation que les gens ne savent pas. Les gens qui pensent que tu peux acheter en Chine, l'amener ici au Canada et le vendre aux États-Unis et dire que c'est un produit canadien. Et c'est là que Trump n'est pas capable de déterminer son montant quand il dit c'est 100 milliards, 150 milliards, parce qu'il y en a beaucoup de non déclarés. Puis lui, c'est là-dessus qu'il veut frapper. Il sait que le Canada est un point d'entrée pour la Chine. Le produit est transformé de quelque façon que ce soit, et revendu comme étant un produit canadien sans déclarer de tarifs, sans déclarer rien aux Américains. Fait que c'est ça qui, je pense que lui, c'est son point de... C'est dur à déterminer dans ton X centaines de milliards, il y en a combien qui proviennent de la Chine? Tu peux aller sur le site du gouvernement américain, ils ont un exemple, ils en ont un, puis qui est très simple. Si tu achètes de la farine, exemple, en Inde, puis si tu achètes... je sais pas moi, de la vanille en Europe, puis tu achètes en Chine des briseurs de chocolat ou du chocolat. Tu prends ça ici, tu le mélanges et tu le vends comme une pâte à biscuits. Ce n'est pas une transformation significative qui va faire en sorte que tu vas pouvoir prétendre que le produit est rendu canadien. Ouais, c'est sûr. Par contre, si le biscuit, tu le fais cuire, il vient de prendre un autre état physique, il n'est plus une pâte, il est rendu un biscuit consommable. Là, tu pourrais prétendre être un produit canadien. Mais si tu prends de l'eau et du sel, ça c'est l'autre exemple qu'ils disent, tu les mélanges ensemble, ça devient juste de l'eau qui est salée. C'est homogénéisé et là, tu peux pas prétendre. Fait que là, quand on a lu ça aussi, ça a été pendant la vente, là, on a commencé à avoir chaud. Parce que là, on n'avait jamais vraiment regardé, nous, on fabriquait notre produit. Mais ta matière première, elle venait pas du Canada. Mais non, elle venait de Corée, elle venait de Chine, elle venait de Russie, elle venait de partout. Tu m'expliquais que ça se faisait pas au Canada. Non, c'est ça. Parce que, tu sais, il y a bien du monde, là, c'est l'achat local, mais il y a bien des produits. Quand je parle de produits, c'est ce que tu manges, ce que tu achètes à la pharmacie, ce que tu manges à l'épicerie. Exactement. Il y a un bout qui est fait ici, mais il y a des choses qu'on produit pas ici qui doivent venir de l'étranger. Parce que les gens, des fois, ils disent « Ah ouais, mais c'est une compagnie québécoise, mais tous les produits viennent d'ailleurs, pourquoi ça vient pas du Québec? » Ouais, mais c'est parce que, je veux dire, oui, les légumes peuvent venir d'ici, puis même encore, j'avais vu récemment, je pense que c'était, c'est quoi le jus aux pommes qui est fait ici, Rougemont? OK. Bien, on n'a pas assez de pommes au Québec pour être capable de fournir à la demande, parce que lui, il vend... Il avait dit, oui, on a des matières qui viennent de Chine, mais ça reste que l'usine est ici au Québec, est transformée ici au Québec et emploie des gens ici au Québec. Fait qu'à un moment donné, les gens doivent arrêter aussi puis il y a des cotations pour ça, là, des gradations pour dire, ça, c'est 100% québécois, puis là, il faut que tu fasses toute la chaîne au complet. Fait que quand on est arrivé avec les Américains, ben là, les avocats ont commencé à regarder ça, mais nous, heureusement, on changeait significativement, dans le fond, l'état du produit en les mélangeant, parce que ce que les avocats disent, c'est que si tu prends une matière A et une matière B, et tu te sers juste de la matière A sans la B, ou versus tu les mélanges, ça doit faire deux produits différents. Puis nous, c'était ça, c'est que si tu prends la matière A, puis tu la mets sur un plancher, elle ne séchera jamais. Alors que si tu prends le A puis le B, avec des ingrédients ajoutés, là, tu vas avoir un produit fini. Puis ça nous a fait... Mais on a appris de ça. Là. Aujourd'hui, je suis comme mieux outillé, mais il y a beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui, je suis convaincu, qui ne sont pas au courant. Ils importent de n'importe où, puis ils le revendent à des Américains. Puis ça peut vraiment te faire mal au fil du temps, parce que la journée qu'ils vont faire un audit, les douanes américaines ont le droit de faire un audit. Hein. Puis c'est là que tu vas la trouver moins drôle si tu n'es pas en règle dans ces documents-là. C'est clair.
La mission d'Avego a toujours été d'inspirer et d'aider les entrepreneurs à créer des entreprises d'impact qui font une différence dans la société. Je me fais tout le temps dire, Olivier, j'aimerais ça faire partie de ta retraite. J'ai pas assez d'expérience. Je veux rencontrer d'autres entrepreneurs. Je veux faire partie d'Avego. C'est la raison pour laquelle on a créé le programme Accélérateur. Ce programme-là a été conçu pour aider l'entrepreneur qui désire se lancer en affaires, le jeune entrepreneur, mais qui touche aussi l'entrepreneur averti, aguerri. C'est quoi en fait? C'est des ressources pour t'aider dans plusieurs aspects de ta business, mais aussi d'un point de vue personnel. Donc, c'est un programme qui comprend plusieurs programmes de nos formations les plus utilisés. Donc, si tu es un ou une jeune entrepreneur, que tu es en croissance, Avego peut t'aider maintenant avec le programme Accélérateur. Alors, rends-toi sur avegoacademy.ca et rejoins le programme Accélérateur pour rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra te donner tous les détails et que tu puisses enfin faire partie de la grande famille d'Avego. Et on retourne au podcast pour la suite. Quand on parle d'achat local, justement, là, il y a une hype, puis avec raison, je pense que tout le monde veut comme s'entraider puis entraider les entreprises d'ici. C'est quoi ta perception de l'achat, justement, des produits québécois? Ben, Fait ici. Comment tu vois ça? Je sais que tu es un entrepreneur, je pense que tu es un gars qui est culturellement un Canadien puis un Québécois, puis tu es fier de l'être. Comment tu vois ça, justement, le consommateur moyen qui veut encourager les compagnies québécoises ou canadiennes, mais qu'au final, comment qu'on fait pour prendre des choix conscients puis encourager les business d'ici? C'est parce qu'on n'a jamais vu le modèle où ce que l'argent revient. Ce que je pense que les gens n'aiment pas au Québec, c'est que l'argent, le gouvernement la dilapide. Fait qu'ils disent, même si j'essaye de faire ça, mon effort, il y a le gouvernement qui va venir dilapider mon argent avec mes impôts. C'est une mauvaise perception, une mauvaise façon. Parce que, tu sais, c'est pas de même qu'on va changer le modèle. C'est pas en tout le temps façon sur le gouvernement. Laissons le gouvernement faire ce qu'il fait de très mal. Il le fait. Il n'y a rien qu'on peut faire. Maintenant, le 50% qui nous reste, puis l'argent qui nous reste dans nos poches, si on la dépense ici, puis je vois tellement ça souvent, ouais, mais sur Amazon, c'est 1$ moins cher. C'est 1$ moins cher, mais l'argent est disparu, puis elle ne revient pas. Alors que si la pièce, tu la payes plus cher, puis tu as un commerce, exemple, puis ce gars-là que tu as encouragé, qui lui vient dans ton commerce, puis qui emploie un employé qui, lui, va aller dépenser ailleurs, ça laisse l'argent dans l'écosystème du Québec. Puis c'est là, puis ça peut être dans l'écosystème canadien. Moi, je suis fièrement canadien. Je veux dire, je suis fier québécois aussi. Puis j'aime ça m'ostiner avec un Ontarien qui va manquer de respect envers un Québécois. Au final, je pense que c'est juste une question de comprendre que, puis les Américains, malheureusement, ils l'ont compris, ça. C'est que, oui, ça va coûter un peu plus cher, mais l'argent va rester ici. Mais c'est pas un système qui est 100% comme efficace non plus. Je pense qu'on a besoin de, comme j'ai dit... Le problème qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de produits québécois, puis je sais pas si c'était comme ça. Moi, je veux consommer d'une business québécoise, mais à un produit qui est égal ou supérieur, pas inférieur. Non. Puis à un prix qui ressemble, peut-être un peu plus cher, mais je ne paierais pas 50% plus cher pour avoir un produit exact d'un autre pays. Mais c'est là que je dis, il y a toujours le côté où, par exemple, un produit américain, s'il est vendu par un distributeur ici, bon, le distributeur l'a acheté de l'américain en gros volume, donc il a payé moins cher, et il te le revend au prix du marché. Donc, lui, fait de l'argent. Mais là, quand on dit « Ah, il ne faut pas encourager aucun produit américain », c'est parce qu'on n'a pas tant de produits canadiens non plus, là. Je veux dire, dans beaucoup de domaines, on a... C'est ça le problème, en fait. C'est ça. Donc, moi, je pense qu'à la base, c'est de couper juste la ligne et de dire « C'est un entrepreneur québécois, il va payer de l'impôt ici, il va embaucher des gens ici. Encourageons-le. » Et je reprends Amazon. Demain matin, tu ajoutes un produit sur Amazon, tu dis « Je sauve 1$, 2$, peu importe. » Cet argent-là peut possiblement s'en aller directement en Chine ou s'en aller directement aux Américains. Either way, il n'y a pas personne qui paye d'impôts là-dessus. Alors que si le même gars te le vend sur Amazon ou te le vend direct, peut-être un peu plus cher, mais lui, il embauche peut-être un gars dans un entrepôt ici au Québec qui va lui payer de l'impôt, puis cet argent-là va retourner dans l'écosystème. Mais là où ce que les gens décrochent, c'est que l'argent qui retourne dans l'écosystème s'en va dans les poches du gouvernement. Et c'est là que je pense qu'il y a une problématique. Il y a une problématique d'identité où ce que là, les gens font comme « Non, je ne fais plus confiance dans mon gouvernement ». Puis là, on voit le gouvernement, moi, je le sens venir, là, ça commence à sortir, là, que le gouvernement va amener des programmes pour les entreprises, puis tous les entrepreneurs, la majorité en ont profité pendant le COVID, mais ils savent tous que c'est complètement ridicule comment ils ont dilapidé de l'argent. Puis là, on voit ça venir, puis on sait pas trop comment ça va influencer, mais je pense que c'est un bon moment pour se poser des questions en tant que société, puis dire comment on fait pour nous produire de plus en plus de produits ici, au lieu de dépendre des Américains ou d'autres pays. Comment tu vois ça? Moi, je le vois qu'on met souvent nos œufs dans le même panier.
On est comme all-in dans un projet. On va prendre Lion Électrique, on va prendre Taiga, on va prendre, peu importe, on s'en allait avec Nordvolt. On prend beaucoup des gros montants d'argent, puis il prend ce même montant d'argent-là, là, puis split-les en 10, exemple, avec des PME. Oui, peut-être qu'ils n'embauchent pas 1000 employés ou 400 employés, mais ils en embauchent peut-être 20 dans une région qui en a besoin. C'est 57% des employés au Canada qui sont des PME. Des PME qui, je pense que ça vaut la peine de le rappeler, c'est en bas de 500 employés qui est considéré une PME. Il y en a du monde là, dans une business de 2, 3, 400 personnes. Ça en fait des familles qui sont... Des fois, tu pourrais aller vers les plus petites PME. Comme je dis, ceux qui en embauchent 10, mais si tu lui donnes une subvention, il va en embaucher 10 autres. Exact. Puis cette compagnie-là a peut-être une meilleure capacité des fois à vendre aux États-Unis parce qu'il est capable d'être... Tu sais, moi, je suis malléable. Je suis capable d'être agile, de m'adapter. J'ai pas un gros budget de marketing. C'est moi. Tu peux prendre une décision rapidement versus une plus grosse business. Exactement. Alors que des usines, des fois, que c'est gros, oui, c'est correct de les aider, de créer de l'emploi. Mais je pense que des fois, on évalue mal le risque relié à cet investissement-là. Puis l'autre point, c'est les dirigeants qui sont en arrière. Tu sais, on a entendu Lyon, les salaires que les dirigeants se sont pris. Bien, je suis désolé, mais si le gouvernement a à devenir partenaire puis à injecter dans une compagnie, pourquoi qu'il n'y a pas un vérificateur à l'intérieur même de la compagnie puis de dire, OK, ton salaire, là, all right, 200 000, j'ai aucun trouble avec ça. Ça n'a pas de moyen d'être 2 millions puis 3 millions par année. Ou est-ce que c'est notre argent qui paye ton salaire? Donc, c'est un petit peu ça. Entre toi et moi, dans le privé, quelqu'un qui investit des millions dans une business, dans le deal, ça va être négocié. Ben oui. N'importe quel investisseur qui met une couple de millions dans une business va vérifier les salaires, puis va vérifier le salaire du PDG, puis il va avoir une clause dans la convention d'actionnaire qui dit qu'il ne peut pas jumper son salaire à un prix qui n'a pas de bon sens. Il y a personne qui investirait sinon. Ben non. Puis ce qui est ironique là-dedans, c'est que les petits entrepreneurs ne se prennent souvent pas de salaire, sont all-in à réinjecter leur argent, alors que ces entreprises-là qui reçoivent les subventions du gouvernement, eux, c'est les gros salaires, réinjectent très peu de leur propre... Ils n'ont pas un skin in the game. Là. Je veux dire, ils sont là, puis ils ont parlé récemment, les Américains, du CEO de Boeing, qui je pense qu'il faisait 40 millions par année, puis que les employés sont là, puis c'est eux qui les bâtissent. Fait que je pense qu'il y a un déséquilibre majeur, puis le gouvernement ne regarde pas assez ça pour dire, OK, on va ramener ça, puis on va investir dans peut-être plus d'entreprises, puis on va avoir un meilleur contrôle dans qui on investit. Penses-tu que c'est ça la solution, justement, que le gouvernement s'implique davantage avec des programmes pour les PME, les plus petites entreprises, pour favoriser l'amélioration de leur chaîne de production, les usines, l'embauche de personnel, les technologies, améliorer la productivité? C'est vraiment ça on les voit, les courbes, là, le Canada. C'est le Canada en entier là, qui est à la baisse. Puis les gens pensent à la productivité, souvent, c'est un concept qui est on travaille pas assez fort. Non, c'est pas de travailler fort. C'est de sortir un produit rapidement, puis efficacement, puis d'être dans le marché, puis au bon prix, puis en production suffisante. Parce qu'on a une offre présentement sur la table qu'on est en train de négocier, où ce qu'on veut vendre notre huile de saumon de Livora, justement, à un Américain pour 18 000 magasins. Mais la quantité qu'eux exigent, on va avoir la misère à la produire. T'en as pas assez. C'est ça. Là, l'investissement, exemple, c'est automatisation. C'est ça. 1,5 million. Mais mon risque à moi, il est énorme. Là. Si je dis je mets 1,5 million puis demain matin, le contrat arrête. Sauf que c'est là que le gouvernement devrait embarquer et dire OK, on va aider à cette productivité-là, on va t'assurer le supply pour être sûr que tu en es, parce que tu as établi le contact avec ce client-là, puis on veut s'assurer que tu aies un succès et que ça fonctionne. Puis que tu demeures compétitif d'un prix, puis que tu aies un bon... C'est ça. Alors que là, présentement, le risque est 100% sur moi. C'est ça. Puis là, quand tu vois cet argent-là, où que moi, mettons que mon risque fonctionne, puis que je fais 10 millions en profit en vendant de l'huile de saumon, puis là, je paye mon impôt, cet argent-là est dilapidé par la suite et redonné à une entreprise qui, elle, n'a aucune vérification. Oui. Oui. Parce que, je vais appeler ça le petit entrepreneur, là, celui qui a, mettons, on va dire, même 100, c'est beaucoup d'employés, puis il y en a des entrepreneurs qui sont solo là-dedans, mais 100 employés et moins, là, les gars qui sont tout le temps au bureau, puis assurent leur front, puis là, tu payes l'impôt, puis tu t'en payes, puis là, tu as le côté où tu as du succès, mais tu peux pas le montrer parce qu'au Québec, c'est mal vu, puis ils vont dire hey, on sait bien, lui, il fait de l'argent, puis ici, puis ça. Tu as le gouvernement de l'autre côté qui brûle ton argent, puis toi, tu as payé pas mal plus que n'importe quel citoyen en impôts. Je veux dire, quand tu donnes un chèque de 3 millions en impôts au gouvernement, tu es content parce que tu as réussi. En même temps, tu te dis, ça en va où, mon chèque? Mais imagine si tu pouvais prendre ces 3 millions-là pour le réinjecter. Et voilà. Pour le réinjecter dans la société. Et voilà.
Puis il y aurait tellement des mécanismes à mettre en place. Je comprends que le gouvernement, puis de toute façon, tout le système est fait que si tu sors, tu investis dans ta gestion, tu vas payer du gros revenu passif, tu vas perdre ton petit taux. Si tu le verses en salaire en dividende, tu vas payer de l'impôt en malade. Les taux d'imposition des sociétés opérantes ne sont pas si mal au Québec. Non, honnêtement, on à 12 au Canada. Là, je ne partirais pas de business ailleurs dans le monde. C'est excellent. Tu sais, 12 jusqu'à 26, c'est l'aide qui vient excellent, mais imagine ce 3 millions-là, si tu as un avantage à dire, si tu le réinjectes au lieu, tu le gardes dans la société, donc tu ne le montes pas dans ta gestion ou tu ne le payes pas en salaire, mais tu le réinjectes. Ils disent, c'est parfait. Tu vas avoir un crédit ou tu vas avoir je sais pas quoi, accès à un programme de financement. Ben là, ce que ça fait, c'est que ton 3 millions, ben tu vas le multiplier, tu vas peut-être agrandir plus vite. Acquérir, tu vas peut-être expansionner. Je pense que ça va contribuer à tout ce qu'on dit. Oui. Puis tantôt, on parlait des reviews. On a parlé UB, il va y avoir des reviews sur les performances. Puis Trump en a parlé un peu aussi, d'y aller vers le mérite. Et je pense qu'au Québec, il y a un manque aussi au niveau de subventions, de recherche à dire qu'est-ce que tu as accompli comme entrepreneur. Puis est-ce que tu es le gars qu'on peut investir dedans? Il y a des excellents entrepreneurs, puis je pense que le gouvernement ne le voit pas, ça, ils ne le savent pas, ou il n'y a pas de données pertinentes là-dessus pour dire « Hey, ce gars-là, M. X, au Québec, a bâti telle compagnie, ça fait 15 ans qu'il fait ça, il est solide. On peut investir dans ce gars-là pour faire en sorte que son produit... » Puis là, il crée des channels pour faire en sorte que ça peut sortir justement du pays. Donner des facilités, c'est pas tout le temps de l'argent. Le Québec a des connexions en Europe. Ça se peut que le petit monsieur, que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'il a sa business, il n'est pas bon avec les médias sociaux. Donne-y des facilités, aide-les, montre des cohortes de compagnies qui vont aller, mais pas juste pour tes chums, parce que c'est souvent ça qui est reproché. Fais-les pour des entrepreneurs qui ont peut-être eu des succès, mais ont toujours resté dans l'ombre. Tu sais, d'avoir comme une charte de dire « OK, ce gars-là, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il est sûrement solide comme entrepreneur, on peut miser sur lui. » Puis le panier bleu 2.0, c'est un petit peu ça que... J'ai réussi à parler à l'attaché de presse du ministre de l'Économie. Par tu sais, à un moment donné, la bande d'une bande, t'arrives à... J'ai parlé avec, puis il dit, tu sais, on jasait un peu argent, puis j'étais malaisé, honnêtement. Il est parti à rire. Et il dit, tu sais, que t'es au ministre de l'Économie, t'es au département de l'Économie ici, fait qu'on aime ça, parler d'argent. Je dis, ouais, je comprends, mais je dis... Je sais pas si on parle de la même façon. Je sais pas si on parle de la même façon. J'ai dit, gars, moi, je veux pas d'argent, je veux pas rien du gouvernement. Je veux juste vous dire, je te l'annonce, je vais le faire. Puis, j'espère que si je vous présente un jour un projet, que vous allez faciliter justement comme que les gens soient au courant, puis que vous allez peut-être juste le supporter, point. Ouais. Puis c'est pas pour... Juste ça fait toute la différence du monde. Hein? Puis j'ai dit, j'ai passé l'étape dans ma vie de dire, je fais de quoi pour l'argent, je le fais pour le défi. Puis je le fais par fierté. Puis tout ça. Il dit, non, tu as le droit. Je dis, non, mais je veux que tu comprennes que ma perception à moi est importante. Puis c'est de redonner aux gens quelque chose qui vont être fiers, quelque chose que les entreprises québécoises vont être faciles à trouver. Puis ça, je pense que ce discours-là de la nouvelle génération, dans les 35 à 50 ans, là, celle qu'on est comme dans le milieu, on est encore actif, je pense que ça s'en vient. Il y en a beaucoup qui se lèvent. Olivier Primo, Luc Poirier, c'en est un, Ray Junior Courtemanche, François Lambert. C'est tous des entrepreneurs. Ben moi, je me joins à ce mouvement-là. Pas tout le temps d'accord avec tout le monde, comme que sûrement eux autres sont pas tout le temps d'accord avec ce que je fais. C'est bien correct. Puis c'est ça qu'il faut que ça soit. Faut pas que tout le monde soit d'accord. Faut être un peu dans toutes les directions. Être ouvert. Être ouvert. De ton point de vue. Mais quand tout le monde est ouvert, puis on arrive avec des entrepreneurs qui ont réussi, puis on peut peut-être arriver à changer de quoi au fil du temps. Donc, oui, parce que tous les entrepreneurs que tu viens de nommer, c'est tout du monde qui... Puis Guillaume, j'ai oublié Guillaume, mais tu sais, toute la famille Abatiello. La famille Abatiello. C'est juste son plus jeune, mais clairement de 100% qui font partie de ça. Mais c'est tous des passionnés. C'est tout du monde qui veulent de la croissance, puis prospérer, puis faire prospérer la société, puis la communauté, puis que ça marche bien, puis que les inutilités, les programmes inutiles, les 100%. Dépenses qui soient revues pour justement redonner. Puis je pense que c'est un peu pour ça que Trump a autant fonctionné aux États-Unis, redonner le pouvoir aux citoyens, puis dire on peut-tu aider tout le monde, la petite famille qui struggle. C'est incroyable en ce moment avec l'inflation des dernières années. C'est pas sûr le discours, la classe moyenne, la classe moyenne est touchée fortement depuis des années. Tu as juste à aider tout le monde à s'enrichir. Si les entreprises sont plus efficaces, ben, ils peuvent avoir plus d'employés, mieux payer, réduire leurs coûts, puis ultimement, tout le monde en profite. Je pense qu'on n'a pas confiance en nous ici, souvent. Honnêtement, là, j'ai l'impression que la fameuse expression, puis je l'haïs tellement, le nez pour un petit pain, je crois que les gens manquent de confiance en eux, puis je suis le premier à vanter toute l'intelligence qu'on a ici. Si je rencontre un Québécois, là,
généralement, là, s'il est éduqué et qu'il a passé à travers tout le système t'es régulier comme n'importe qui, généralement, tu vas avoir une conversation quand même assez intelligente avec cette personne-là. Je peux pas en dire autant d'un Américain. Je peux pas en dire autant de n'importe où ailleurs dans le monde où je vais avoir cette même conversation-là. Je peux en dire autant d'un Européen, par contre, très éduqué, très cultivé au niveau de l'histoire, au niveau de beaucoup de points. Est-ce que je peux en dire autant ailleurs au Canada? Peut-être pas. Fait que je dis, ici au Québec, on est fort, on est puissant ensemble, puis on est capable de créer une société qui va quand même évoluer. Puis, je pense qu'on sous-estime. On sous-estime. Puis, en travaillant en équipe. Parce que quand j'ai rencontré Guillaume, après ça, toute la famille Avetiello, j'ai dit, tu sais, je me sens choyé, même si je suis plus vieux qu'eux autres, puis j'ai réussi à ma façon, eux réussissent à ma façon. Moi, je suis fier d'être avec eux autres, je suis fier de ça. Puis, j'ai dit, c'est comme si j'avais 5 frères et sœurs tout d'un coup. J'ai dit, toute ma vie, j'ai été tout seul, tu sais, puis là, je suis choyé parce que mes enfants sont rendus adultes et sont bons. Ouais. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Tu sais, je veux dire, tu fais des enfants, ça veut pas dire que tes enfants vont être nés pour ça. Ça veut pas dire qu'ils vont dans d'eux, puis c'est pas grave. Mais je dis, quand je vous ai rencontrés, j'ai fait comme, tu sais, j'ai cherché ça toute ma vie, d'avoir des partners qui sont aussi allumés que moi, qui sont aussi capables de créer quelque chose puis d'avancer. Puis ça, c'est un conseil. Aucune limite. Aucune limite. J'avais rencontré un membre de la famille Ross dans le temps que j'avais fait leur plancher de garage, qui est les Dolorama. Puis il m'avait dit, puis moi j'écoute beaucoup les gens qui ont, tu sais, j'ai toujours, j'aime les gens qui ont réussi mieux que moi, puis je m'inspire de ça, peu importe à quel niveau. Moi je m'intéresse à l'argent parce que je suis tant comme curieux. Comment t'as fait pour faire telle ou telle chose? Puis il m'avait dit, son plus grand défi dans ton entreprise, ça va être de trouver ton toit. J'avais dit, OK, ça veut dire quoi ça? Il dit, ce que tu arrives à créer, à un moment donné, tu vas être limité en temps, tu vas être limité en capacité. Il va falloir que tu trouves le même gars que toi à côté. Mais eux sont 5. T'sais, la famille Rush, je pense aussi, sont comme 5 ou 6 ou 7, quelque chose comme ça. Mais les Abatiello sont 5. Ils sont 5 pareils, qui ont le même grind. C'est puissant, ça, là. C'est inarrêtable. Mais avec des forces complémentaires. Oui. Ouais. Puis ils ont un lien familial qui est uni. Ouais. Alors que des fois, si tu trouves un partner, ça se peut que la chicane appogne, ça peut arriver dans les familles aussi. C'est pas que ça arrivera pas, mais je le vis avec mes enfants présentement, puis je leur texte souvent le matin, je dis, tu sais, je suis tellement fier de vous autres, où ce que, tu sais, ça m'enlève un stress, un poids de ses épaules, ce que je dis. Je le sais que je suis confiant que mes enfants vont avoir le même grind, la même force, la même fierté, le même vouloir de réussir. Puis c'est eux aussi, c'est encore plus beau, c'est qu'eux, c'est pas l'argent. Donc, tu sais, c'est comme vraiment d'être fier d'eux autres puis d'être capable de se prouver. Donc, Le podcast Le Côté sombre des affaires est produit par Avego Club Privé. C'est quoi le Club Privé Avego? En fait, c'est un réseau exclusif de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'entrepreneurs de haut niveau qui veulent s'entraider, apprendre et vivre des expériences uniques et authentiques ensemble. Les gens qui font partie du club privé sont typiquement des entrepreneurs de plus de 15 à 20 ans d'expérience, ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars par année. C'est des gens qui sont des leaders dans leur domaine, dans leur industrie, des personnes humaines, authentiques, qui se prennent pas pour d'autres. Se joindre à Avego, c'est de faire partie d'une famille, d'un regroupement de gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent grandir, évoluer, triper ensemble. Si vous voulez appliquer pour le club privé, vous pouvez rejoindre avegoacademy.ca et si votre demande de candidature est retenue, vous allez ensuite rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra valider si le club privé est fait pour vous et est-ce que vous êtes rendu là et par la suite vous donner des explications de comment le programme fonctionne. Alors, avegoacademy.ca. Et on retourne au podcast. Ça m'émue énormément, tu m'en parles, j'ai des frissons, c'est exceptionnel. Ouais. C'était-tu une de tes intentions ou t'avais-tu l'intention de leur donner la fibre entrepreneuriale ou tu leur as montré le chemin puis non, en fait, ils vont embarquer ici embarquent puis... J'aurais souhaité qu'ils m'en parlent jamais. Ouais, vraiment. Parce que c'était trop dur, quoi? Ben, tu sais, je veux dire, tu laisses comme je dis, j'ai laissé des plumes au fil des années. Là, moi aussi, je pourrais te parler de ça, je pourrais facilement devenir émotionnel, mais psychologiquement, mentalement, j'ai vraiment laissé beaucoup. Tu sais, je peux pas te dire aujourd'hui que je suis confiant que je vais vivre jusqu'à 90 ans. Là, tu sais, j'ai été affecté énormément. Le stress que ça m'a causé, la pression, tu sais, je veux dire, présentement, mon neveu travaille pour moi, mon gendre travaille pour moi, ma femme travaille pour moi, une de nos meilleures amies travaille pour moi. C'est toute la famille que, tu sais, c'est lourd à supporter parce que quand il arrive un affaire comme le tarif, là tu te dis, tu sais... T'es responsable de tout ce monde-là. Ça se peut que demain, je sois obligé d'en slacker 4 ou 5, tu sais. Puis tu veux pas avoir à faire ça. Fait que quand mes enfants, j'ai jamais parlé d'entrepreneuriat avec mes enfants. Ils l'ont vécu juste en étant dedans.
Puis Tu t'es amené avec toi? Non, même pas. Même pas, J'ai tenu loin de tout ce drama-là, de tout le stress, les challenges. Mais quand j'ai vendu, je vais m'en souvenir toute ma vie, c'est... Tu sais, je suis arrivé avec les offres d'achat, puis on avait eu des offres qui ont varié de 12 millions jusqu'à 38 millions. Puis on avait choisi, tu sais, le in-between, meilleur partner, tout. Mais, tu sais, j'avais pleuré ce soir-là, puis j'ai dit, tu sais, tout ce que j'ai laissé, puis tous les soirs que vous m'avez pas vu, puis les games de hockey que j'ai manqués, puis le ci, puis le ça, on est arrivé à ça, où aujourd'hui, on va être libre financièrement le restant de nos jours. Mais ça a coûté ça. Mais ça a coûté ça. Ça a coûté ma santé, je pense, à un certain niveau. Psychologiquement, aujourd'hui, j'ai des up and down terribles, de l'anxiété énorme. Puis j'essaye de combattre ça tous les jours à ma façon, mais c'est pas évident. C'est comme... je suis tout seul dans mon combat, puis mes enfants, ben à un moment donné... tantôt, tu m'as demandé d'en parler. Ben, il est arrivé, quand on vend des Américains, il est arrivé une poursuite. Puis c'est arrivé un vendredi soir, fête à ma fille. Puis tu le sais qu'ils le savent. As-tu remarqué qu'il y a une poursuite, il s'arrange tout le temps? C'est tout le temps, ils le savent. Sacré ça d'un dent, juste avant Noël, à ta fête, un moment important. C'est dégueulasse. C'est comme... C'était la fête à ma fille, puis je sors de la fête à 9h le soir, mon avocat me texte « T'as-tu vu ça? » Je suis comme « Non, j'ouvre ça. » C'est un montant vraiment significatif. Puis c'était sans fondement, sans raison. C'est juste pour, comme... Eux, si on peut aller chercher... Ouais, mettre de la pression, t'as vendu, t'es attaché à nous. Fait que... Puis ils savaient en plus, je suis sûr qu'ils savaient, j'avais ma formation que j'avais le lendemain qui commençait. J'avais 120 personnes qui étaient là. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai broyé toute la nuit, j'ai broyé le matin. J'ai dit à ma femme, j'y vais pas. Elle dit malheureusement, il va falloir que tu sois fort, il va falloir que tu te lèves, il va falloir que... Il y a des gens qui comptent sur toi. Puis j'étais allé, puis je peux même pas dire que je me souviens ce qui s'est passé cette journée-là, tellement que ma tête était plus là, Mais il s'est passé 3-4 jours, puis j'ai collé un meeting avec mes enfants, mes deux plus vieux. Puis je leur ai dit, si demain matin, on perd tout, puis whatever ce qui arrive, on ne sait pas, ça peut arriver, il peut y avoir une poursuite X, puis on perd tout, êtes-vous conscient qu'on va devoir recommencer à zéro? Puis j'ai eu la plus belle réponse qu'un père peut souhaiter. Je vais essayer de pas broyer C'est bon, là. Mais j'ai eu la plus belle réponse, puis elle a été immédiate. Ils m'ont regardé, ils ont dit, Papa, tu l'as fait tout seul pendant 18 ans, puis on est arrivé là grâce à toi. Il dit, aujourd'hui, on est tous ensemble, on est rendus avec toi. On n'est plus, t'as plus à nous supporter. Puis il a dit, inquiète-toi pas. Je dis, vous êtes conscient qu'on pourrait se ramasser dans une pièce grosse comme ça? Ça va être notre appartement, puis on repart de zéro. Il dit, on va y aller, puis on va revenir, puis ça va être correct. Puis là, on a mis le point de main, puis on a dit, la famille, on le fait. Fait que, j'ai fait comme, wow. Mais ça, quand tes enfants te disent ça, ça t'enlève un stress énorme de ses épaules, où ce que tu fais comme, OK, mes enfants, même s'ils ont été élevés dans le luxe, puis dans la réussite, n'ont pas ces valeurs-là, sont capables d'être down to earth. Puis on avait été très sévère de les garder à ce niveau-là. Fait que, tu sais, quand ils m'ont approché pour dire, Papa, on veut embarquer en business avec toi après, puis de vraiment fonder une entreprise, là, j'étais comme, dans quoi je m'embarque? Dans quoi je m'embarque? C'est eux autres qui t'ont collé mes meeting, en tout cas, je sais pas comment c'est passé, mais... Ma fille est arrivée, elle s'est assise, elle dit, faut que je te parle, je parle. Elle dit, là, je vais pas au cégep. Oui, c'est vrai, j'avais vu ça dans Mon gars était au cégep à ce moment-là. Elle n'a pas été au cégep, puis elle t'a demandé de se lancer en business. Puis là, c'est tout. Je savais que... J'ai dit, là, tu te rends compte quand tu me crisses en dessous du boss? Puis là, ton frère, qui sait que tu vas plus au cégep, va me dire, je vais plus au cégep. Ouais, mais là, t'es-tu en train de me dire que parce que lui, il va faire ça, que là, moi, je suis obligé d'y aller? Je suis comme pas ça, mais... Je suis comme, vas-y, juste comme le temps que lui finisse. J'essayais de trouver dans ma tête. Non, c'est ça, je veux. Temps, oui, mais papa, tu me dis de vivre une vie dans mes passions. C'est exactement ça. Fait que elle dit, tu sais, c'est ça que je veux, puis je veux rien d'autre. Puis elle dit, même si tu me dis d'y aller, j'irai pas. Oh my God. Je dis, all right. Wow. 3 jours après, comme défaite, mon gars m'a rencontré. Puis je veux pas aller au cégep. Moi, je veux. T'es sérieux? C'est pas au courant pour ton gars. J'ai vu des vidéos avec ta fille. Elle a quel âge, ta fille? Elle a 17 ans. Elle va avoir 18 bientôt. Sérieux? Wow. Puis ton gars, lui, il a quel âge? 19 ans, ouais. OK, il est un petit peu vieux. Ouais. Okay, j'ai ma plus jeune qui a 10 ans, mais elle a dit qu'elle veut être médecin. Fait qu'on la laisse dans cette optique-là. Elle va finir vétérinaire. Elle va peut-être finir vétérinaire, puis elle va peut-être finir être entrepreneur vétérinaire, peu importe. Mais au final... les deux, ils ont droppé in, puis les deux sont dans le business. Mon gendre, qui est le copain à ma fille, est arrivé par en arrière lui avec. Il dit, Eric, il dit, je veux que ça soit toi qui me coach. Je vais être comme... Mais ouais, là, vous me crissez vraiment dans une salle. Ben là, j'ai dit, là, t'es conscient de tes parents, et tu sais, c'est là, écoute, moi, je veux que tu fasses un speech avec tes parents. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, là, ils travaillent avec nous autres présentement, puis ça va bien. Mais
j'ai rapidement compris que mes enfants étaient faits pour ça. Donc, ils ont pris place. Moi, j'ai fait la structure, je leur ai monté tout ça, je leur ai mis ça dans les mains. Puis bien souvent, ils vont me dire « tasse-toi », comme c'est assez. C'est pour ça que ces médias sociaux comme Livora, j'ai pris un petit peu plus de step back. Les deux, mon gars est arrivé, parce qu'il était pas à l'aise au début. Là, il est rendu super à l'aise, fait que là, les deux s'en prennent charge. Puis moi, je suis comme juste là pour les supporter, puis les backer, puis that's it. Donc. Ah ouais. Nice. Puis comment tu vois l'avenir, justement, avec de bâtir ça en famille? Ben, je pense que moi, j'arrêterai jamais. J'ai ce côté-là comme le entrepreneur. mot retraite n'est pas dans ton, non, dans ton vocabulaire. Je l'ai honnêtement essayé. Là. J'ai dit, bon, OK, it's enough, je fais plus rien. Puis, c'est pas long qu'à un moment donné, le cerveau commence à travailler. Puis, tu te cherches des projets, puis tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Est-ce qu'il y a des projets que je vais plus m'attacher que d'autres? Peut-être aller faire du développement de terrain, de la construction. J'aime beaucoup la construction. Peut-être, je sais pas, je me laisse toujours la porte ouverte vers le futur. Présentement, ce que j'aime puis que je suis choyé, c'est que oui, peut-être que j'ai manqué beaucoup avec mes enfants dans le passé parce qu'à un moment donné, j'étais pompier puis j'avais les business, fait que j'étais jamais à la maison. Aujourd'hui, je le regagne en double puis en triple parce que je suis choyé de pouvoir travailler avec eux jour après jour après jour. Alors que, tu sais, des fois, tu peux avoir un enfant puis qui s'en va travailler pour une compagnie, ben tu le vois pas. Donc, tu sais, je veux dire, le 40 heures semaine que lui travaille, toi, tu travailles de ton côté, tu le vois pas. Moi, ma femme, ben, on est toujours avec eux à chaque jour. Puis ça, ben, c'est comme le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Là. Donc, je pense que si je peux faire ça jusqu'à le restant de mes jours, je vais le faire puis je vais travailler avec eux. Puis peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir juste un petit coin, mon petit bureau, qui je ferai plus rien, mais je vais être là. Puis je regarde M. Abatiello, c'est un petit peu ça. Là. Ouais. Il est là. J'ai dit souvent à Guillaume, je dis, avec ton père, je me vois comme de même, mais plus tard. Bougon un peu, très décisif, très décisionnel sur des points. La dernière fois que j'ai vu Guillaume, il disait « ton père, il est malade ». Ah, je l'adore, moi. J'ai comme... je pense que même il y a des retenues, parce que d'après moi, c'est même un petit peu pire que ça. Il y a des retenues devant la caméra, c'est certain. Ben, c'est ce que je pense. Moi aussi, je pense. Je pense qu'il fait ses mots, mais c'est hot de respecter aussi. Puis ça, je pense qu'on passe vite là-dessus. Là. On respecte pas assez les anciennes générations. Ils ont tellement... Oui, tu sais, on est rendu ailleurs, la technologie, puis tout ça, mais Christy qui ont de la sagesse, ce monde-là, puis qu'on peut... C'est d'avoir... quand je vois un monsieur qui a été entrepreneur, puis qui est à la retraite, puis qui vient m'écrire, je suis tout le temps comme « Hey, je suis content pour vous, je suis fier, c'est le fun. » Parce qu'ils ont quand même pavé un chemin, ils veulent pas. Je recule en 1980, quand j'étais TQ, moi je suis en 77. Entrepreneur, c'était pas... personne ne parlait de ça, là. Puis quand t'en connaissais un, on dirait que... Moi, en tout cas, je me souviens des vieilles histoires. J'entendais mon père me dire « ça, c'est shady » ou « d'après moi, il doit crosser quelqu'un ». Tu sais, il y avait déjà parce qu'il réussissait, tu sais. Puis c'était pas long, en 1980, si tu regardes les maisons, là, quelqu'un avait un garage, là, il est riche. C'était pas plus que ça, là. T'avais un garage simple, t'étais riche. Nous, on avait une maison, bungalow, pas de garage. On était pas riches. Le garage définissait... je sais pas si c'est ça qui a fait que j'ai créé une compagnie d'un garage, là, mais ça a été... Puis après ça, tu savais, il y a des broches à l'école, il est riche. Non, son père est dentiste. Fait que, tu sais, il y avait des perceptions qui étaient déjà en place, de ce côté-là, mais t'avais jamais comme vraiment riche. T'as pas grand-chose. D'un voyage en Jamaïque, t'es riche. Tout le monde voyage partout. Mais je me souviens de ça, là. Il y avait eu j'ai reparlé justement à un chum d'enfance. J'ai dit, hey, tu te souviens-tu, tes parents t'avaient acheté des pads de goaler DR, rouge, bleu, blanc, rouge dans ce temps-là. Il dit, tu te souviens de ça? Je m'en souviens. Tous les TQ voulaient les mettre. Puis on lui disait tout le temps. Disait que t'étais un fils de riche. Fils de riche, parce que sa mère, elle avait un manteau de fourrure, mettons, puis elle revenait de Jamaïque. Asti, tes parents sont riches, tu sais. Fait que, tu sais, la perception était comme ça, mais ça a duré dans le temps, veut pas. Là, aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mongrain qui parle du Cadillac devant Fait que je pense que si on peut changer ça, puis d'arriver avec une nouvelle mentalité, puis s'inspirer de ce que les autres ont fait, peut-être plus dans le secret, bien, ça va aider au Québec, ça, c'est sûr, certain. Il y a une couple d'années, j'avais un gros Lincoln Navigator là, comme truck, vite teinté, puis tout ça, puis j'avais laissé mes clés quand j'étais parti justement en voyage à quelqu'un, puis il vivait plus en campagne, puis quand il me l'a redonné, j'ai tellement été insulté, il me dit « Hey, Oli, il dit toute la semaine, j'avais l'impression que j'étais un vendeur de drogue. » Je dis « Mais on demande ça, vendeur de drogue. Mais là, t'as-tu vu le truck? »
Mais pourquoi t'associes ça à la valeur de drogue? Il y a personne de plus legit que moi. Là. Non, exact. C'est des patterns, des affaires ancrées, qu'un gros char, il doit faire de quoi d'illégal. Mais voyons donc. Mais là, le Cadillac Escalade n'est plus vu comme ce mode. Là, il y en a trop. Changé. Il y en a trop. Là, c'est plus si t'arrives à Ferrari, Porsche, là, c'est rendu vers l'exotique, les tu maisons. vas faire quelque chose d'illégal ou tu vas avoir crossé quelqu'un, mais non, tu peux J'avais, avoir juste une belle business. Puis... Anecdote comme ça, j'avais bâti ma maison il y a une couple d'années, puis c'était une de mes premières grosses cabanes que j'avais faites. Puis j'étais assis de l'autre bord du trottoir, juste pour parler au téléphone, parce qu'il y avait des coups de marteau, tout ça, puis je voulais bien l'entendre. Puis il y a des gens qui étaient passés de peut-être, je les évaluerais à 70 ans environ, et puis là, ils avaient regardé. Bon, ça doit être un autre importé, ça, qui s'en vient ici, cracher de la... Tu sais, j'étais au téléphone, j'étais assis là, non, j'étais purement... Mais c'est ça, je pense qu'on ne croit pas au Québec qu'on peut réussir. On ne croit pas en ça. Ça change. Je le vois dans les médias sociaux. Je vois que les gens veulent être inspirés. Je pense que le pourcentage de gens qui sont comme nous augmente. Oui. Malheureusement, je pense qu'il y a encore un très gros pourcentage qui sont complètement... qui ont Regarde, une perception complètement différente. Luc Poirier, cette semaine. Bon, puis il a réagi de la bonne façon sur le fait que Louis Morissette a dit moi, je comprends pas quelqu'un qui monte son argent comme ça. Puis tant mieux s'il le fait. Puis il l'a fait de la bonne façon. Il l'a gagné, son argent. Mais au final, on a encore ce côté-là où moi aussi, je fais attention parce que aussitôt que je monte de quoi, j'avais fait une vidéo à un moment donné, j'ai juste dit, voici combien coûte l'entretien d'un chalet de 8 millions. La quantité de hate que j'ai eue sur cette vidéo-là, puis très humblement, là, c'était vraiment pour dire, c'est pas parce qu'il coûte 8 millions, je te dis, il coûte 8 millions, voici combien ça coûte. Mais si tu t'en achètes un de 400 000 demain matin, tu vas voir qu'il y a beaucoup de ces frais-là. Ben oui. Je veux dire, l'arbre, quand il tombe, là, il va te coûter c'est une responsabilité de plus. C'est ça, le spa, puis les taxes. La piscine, puis le bateau, puis le... Tu fais prêt à embarquer dans la game. Ça. Mais oui. Mais j'ai eu, c'est ça, moi, on s'en calisse. J'ai pas de moyen de savoir ça. J'aurais jamais de chalet de 8 millions. Non, mais peut-être tu vas en avoir un à 400 000. Oh, mais je vais tout faire moi-même. Non, parce que tu vas travailler et tu n'auras pas le temps de le faire. Fait que, tu sais, Fait qu'on on a de la misère à franchir cette ligne-là de parler d'argent. À partir du moment que je dis que tu n'as pas les moyens, les gens chiolent. Fait que si je mets sur Facebook une roulotte que je viens de m'acheter flambant neuve à 35 000 ou 40 000, je ne sais pas comment c'est rendu, tout le monde va marquer « Hey, je suis content pour toi, félicitations! » Si tu mets une Lamborghini que je viens d'acheter, les commentaires ne seront pas les mêmes. Pourtant, si j'ai le droit d'être fier, je peux m'acheter. Moi, je vais dire à quelqu'un, il s'achète un vélo. « Hey, Chris, je suis content pour toi. » Ou tu vas faire un voyage, je suis content pour toi. Fait que, aussitôt que ça dépasse le « j'ai pas les moyens de me le payer, donc ça m'intéresse plus », c'est là qu'à un moment donné, le Québécois souvent va décrocher de ça. Plutôt que d'encourager ça, pas pour se vanter, pour dire « il a réussi », inspiré de ça. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour... Je peux-tu demander des conseils? Parce que je réponds à tout le monde. Moi. Quelqu'un, un jeune qui vient m'écrire et qui me pose des questions, je réponds. Ça me fait plaisir d'essayer de redonner au maximum. Mais ça, c'est quelque chose qu'il y a bien des gens qui pensent des entrepreneurs. Moi, tous les entrepreneurs à succès que je connais, c'est du monde comme toi, tellement généreux, qui partagent, qui donnent, ils veulent aider tout le monde. C'est rare, les entrepreneurs à un haut niveau qui sont très greedy et qui partagent pas. J'en ai jamais rencontré. Moi non plus, je suis pas là-dedans. Ouais. Il y a une couple d'années, j'avais rencontré dans un déjeuner de philanthropie, il y avait Yvon Charest, le président d'Industriel Alliance, puis il avait partagé une histoire que il y avait le gars de Communard, j'oublie son nom, qui donnait des dons, mais anonymes. Okay. Il faisait beaucoup de dons, mais de façon anonyme. Il voulait pas avoir le spotlight, puis il avait dit « Pourquoi tu fais ça? » Il dit « Tu devrais le faire publiquement pour que les gens... » Pas pour te vanter, pour que les gens suivent ta trace puis qu'ils s'inspirent de ce que tu fais. Puis c'est la même affaire. Il y a beaucoup de dons qui se donnent en silence, mais pourquoi qu'on n'est pas fiers de donner, de montrer nos succès? Exact. Je sais pas. Moi, quand j'ai embarqué ces médias sociaux comme moi, Éric Gravel, puis parce qu'avant, mes business, c'était ces médias, mais jamais moi, puis je me suis inspiré beaucoup d'Olivier Primo, puis j'aimais la façon qu'il se mettait de l'avant, puis qui me permettait de créer d'autres business autour de ça. Puis quand j'ai commencé à faire ça, ben, ça vient avec tout, les haters, les gens qui vont t'aimer, mais ça me dérange pas. Mais je veux juste que les gens... Moi, mon plaisir là-dedans, puis où ce que je gagne à vouloir continuer à le faire, c'est justement un jeune qui va m'écrire « Hey, j'aurais aimé ça avoir un père comme toi. » Là, je fais comme « Alright, je le fais pour la bonne raison. » Puis je dis « Comment je peux t'aider? » Puis des fois, ils sont gênés de te poser plusieurs questions. Puis je suis le gars le plus down to earth. Tu vois, aujourd'hui, je suis en Audi's, puis je vais dans des conférences avec mes Crocs. Ça a été parlé. J'étais allé faire la conférence à Tom Poulain. J'étais arrivé en short, en Audi's, puis en Crocs.
Puis le père à Tom Poulain, il vient me voir, il dit « Hey, si jamais tu veux te changer, on a des... » Je dis « Non, je suis comme habillé de main. » Mais son père, c'est un architecte qui a réussi très bien. Il a dit « C'est parfait, ça, j'aime ça. » Mais lui, il est toujours habillé en habit veston, tu sais. Puis quand je suis arrivé sur la scène, ben, Charles Côté, il a fait une joke là-dessus. Il a dit, tu sais, moi, je voulais arriver avec ma ceinture de cowboy, chapeau de cowboy, puis je pensais, mais il dit, quand j'ai vu Eric Gravel arriver en Crocs puis en short, il dit, je me suis dit que, tu sais, regarde, tu peux justement réussir puis rester humble là-dedans puis aider les autres puis être quand même... pas avoir besoin de te donner une identité. Là, donc. On parlait beaucoup de perception, là, Éric. C'est quoi, tu penses, la perception la plus fausse à propos des entrepreneurs et de l'entrepreneuriat qu'il y a dans la société? Que c'est tous des crosseurs. Ça, c'est terrible de penser ça. Ou que j'haïs tellement ce mot-là que, il doit exploiter quelqu'un. Fait que systématiquement, je pense qu'il y a beaucoup de gens, puis je fais attention à cette heure, comme je dis, parce que je dis plus toutes. Ouais. Non. Je généralisais beaucoup avant. Mais Énormément de gens dans les commentaires vont dire, puis il y en a moins en moins, heureusement, il doit avoir exploité quelqu'un pour se rendre là, parce que tu peux pas réussir sans exploiter quelqu'un. Puis là, je dis, attends une minute. Si je prends un produit, X, mettons mon époxy, que je formule moi-même, OK, que je développe, et qu'un employé que je vais payer très bien au-dessus de la valeur du marché, donc, par exemple, je paye 26, 27, 28 $ de l'heure, on s'entend, il n'y a aucune compétence, tout ce qu'il fait, c'est ouvrir une valve, fermer une valve. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac et de maîtrise. Non, c'est ça. Tu le formes, puis... Puis que d'autres compagnies, que pour ne pas les nommer, dans des entrepôts, vont payer 18 $ ou 20 $, puis des grosses compagnies québécoises, là. Puis là, tu me dis que ce produit-là, je le vends à volume, ou ce que je fais un profit minime pour être compétitif, puis je le vends aux États-Unis, mais à gros volume. Ça veut dire que, mettons, je fais, je sais pas, 10 $ de profit à chaque quête que je vends, mais j'en vends des centaines de milliers. Puis qu'au final, je paye de l'impôt ici, puis c'est redonné dans les services, dans les... J'ai exploité qui? Explique-moi ça. Puis le client, à la limite, tu devrais dire, OK, ben ton client américain ou même canadien ou québécois, attends une minute, je suis généralement le moins cher. Dans tout, moi, mon concept est toujours comme ça. Le moins cher, le meilleur service. Puis, au final, consciemment, la personne qui a acheté mon produit n'est pas dépendant de ce produit-là. Il l'achète pour aller l'installer ou pour fabriquer une table ou fabriquer whatever, ce qu'il veut faire avec, un plancher. Donc, il est où l'exploitation? Je ne l'ai pas forcé, là. Il est venu consciemment l'acheter chez nous. Ouais, il a le choix. Là, les gens sont comme, je sais pas quoi dire. Mais c'est ça. Est-ce que je suis d'accord si, exemple, un produit qui est essentiel à la population, puis que là, la personne, on pourrait prendre le pétrole, exemple, parce que c'est essentiel à la population, on n'est pas exploité, on s'est auto-mis dans une situation où on en est dépendant, puis on a besoin. Donc, tu sais, au final, je pense qu'il faut faire la part des choses entre ce qui est exploité puis pas exploité. Est-ce qu'au Mexique, payer un enfant à travailler à 4 $ de l'heure, c'est exploité? Ça, c'est exploité. Ouais, mais ça, ici, au Québec, je pense qu'ici, il n'y a pas personne qui on peut éliminer le terme exploité, puis on peut éliminer le terme crosseur, parce que ça aussi, c'est comme tous les entrepreneurs que je vois, moi, ils travaillent fort. Écoute, est-ce qu'il y en a des fraudeurs? Oui, ça j'appelle ça un fraudeur. Mais crosseur, parce que tu fais de l'argent et tu réussis en business, pas d'accord avec ça. Puis on est dans une heure où avec les ressources humaines, il n'y a pas bien d'entreprises qui peuvent se permettre d'exploiter des employés. Les employés, ils savent qu'ils peuvent partir et être mieux payés ailleurs. Fait que le marché le dicte à un moment donné de comment tu dois payer ton monde si tu veux qu'il reste et qu'il soit heureux. Pour crosser quelqu'un, exemple, si on prendrait ce terme-là, en entreprise, tu ne garderas pas ton client longtemps. Là. Je veux dire, si tu fais ton argent dans un libre marché. Non, c'est ça. Tu sais, BIOS, c'est une autre entreprise qu'on n'a pas parlé, mais que j'ai fondée comme pendant la pandémie. Okay. Les gens pensaient que j'avais fait ma fortune avec BIOS, mais j'ai perdu de l'argent avec BIOS. Parce qu'au final, je me suis ramassé avec trop d'inventaires. Mais encore une fois, j'ai répondu à une demande. Mais j'en ai vendu au Québec, mais j'en ai pas vendu au gouvernement. Là, tout le monde disait, j'avais un commentaire à un moment donné, c'est l'argent du diable, il a exploité le gouvernement. Je suis comme, come on. Mais j'en ai vendu aux États-Unis, mais personne n'en parle de ça. Moi, la façon dont je le répète, j'ai pris l'argent des Américains et je l'ai injecté ici au Québec. Fait qu'au final, tu sais, je pense qu'il va longtemps avoir cette bataille-là de perception et d'image d'un entrepreneur, mais je vois un changement. Je le vois là, je vois que les médias sociaux prônent beaucoup ça, puis si on peut avoir une courbe ascendante vers l'entrepreneuriat, je pense que ça va aider énormément. Comment tu vis avec les haters? Parce que tu es quand même controversé. Ouais. Tu reposes pas mal des affaires des haters. C'est rare quand même le monde qui font ça. C'est quoi ta perception justement des haters? Puis moi, je les exploite. Pourquoi? Eux autres, je les exploite. Eux autres, je les exploite.
Pourquoi? Puis c'est quoi ta perception là-dessus? Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Je pense que je me suis trouvé une ligne d'être capable de surfer là-dessus et d'avoir un certain plaisir à le faire, dans le sens que, bon, à la base, moi, je dis tout le temps, parce que c'est souvent sur TikTok, mais si tu n'as pas de photo, tu as un faux nom et tu marques des commentaires désobligeants, même si c'est ton opinion, tu peux marquer ton opinion sans dire t'es un cave ou t'es ci ou t'es ça. Je pense que tu as perdu ton concept de liberté d'expression. Parce que moi, je vis dans un pays libre, puis je suis capable de mettre mon nom, puis de donner mon opinion. Oui. Puis les lois et le contexte me permettent de donner mon opinion librement. Fait que si tu es obligé de te cacher pour donner ton opinion, tant qu'à moi, tu l'as perdu. Tu n'existes pas. Ton opinion vaut rien. Fait que, bien des fois, je trouve ça plus drôle que d'autres choses parce qu'ils sont mauvais. Moi, j'ai jamais trouvé un bon haters. Quelqu'un qui arrive avec un argument solide, puis que je suis comme... Et lui, je pense que je le tirerai pas trop vers le haut parce que je vais me faire mal moi-même dans le sens qu'il a peut-être raison dans ce qu'il dit. C'est toujours des mauvais arguments. C'est toujours sur des... j'ai entendu si... J'ai tellement de rumeurs que sur moi que j'ai vu. Ça a été jusqu'à... j'ai blanchi de l'argent pour les Hells. J'étais un ami du gouvernement pour que... Je les ai tous entendus. Je suis comme, non, c'est vraiment pas, même pas proche. Il y a du monde qui se font un plaisir de vouloir détruire les autres. Mais ils se font un plaisir au lieu de se bâtir eux autres puis faire leur vie, ils s'amusent à vouloir effoirer les autres. Ce que j'ai le plus de difficulté, honnêtement, ça, je l'avoue, des fois, ce que ça vient, c'est la désinformation sur ma personne, sur ma famille, sur nos entreprises. Ça, j'aime moins ça. Ça, je trouve que... Puis Elisabeth Rio, on en a parlé aussi à un moment donné, où je veux dire, tu peux t'attaquer à moi, attaque-toi pas à mes enfants, attaque-toi pas à ma famille. Parce que ça, je suis prêt. Tu sais, je le dis, non, mais là, je suis prêt d'aller en prison pour comme défendre mes enfants à la vie, à la mort. Puis au final, je pense que c'est correct de dire des choses, mais ne désinforme pas sur quelque chose que tu sais pas. Nous, on sait ce qui se passe à l'intérieur même de notre famille, à l'intérieur même de nos entreprises. Si tu as un fait, sors-les le fait. Trouve-moi un article, trouve-moi un document, sors-les si tu as un fait contre moi. Mais si t'en as pas, puis tu fais juste des oui-dire pour nuire à quelqu'un, c'est comme, tais-toi. C'est comme ça n'a pas sa place. Puis c'est souvent ça que j'ai vu. C'est souvent de la désinformation sur... je suis comme, oui, on sait que le monde va chercher ça. C'est même pas ça. Donc. Ouais. Et puis en terminant, Eric, dis-moi, si tu avais un conseil que tu aimerais donner à un entrepreneur avec tes hauts, tes bas, tes apprentissages des dernières années, une leçon ou un conseil, quelque chose que tu penses qui pourrait aider la personne qui nous écoute. C'est le dernier conseil que j'ai donné à mes enfants. C'est pas plus tard que cette semaine. J'ai dit, mettez-vous un casque et une armure parce que ça sera pas facile. Écoute, avec toutes les années, même si j'ai une facilité aujourd'hui à créer une entreprise et la rapidité parce que j'ai tout compris les concepts qui entourent ce que ça doit prendre pour la créer puis de l'amener au prochain niveau, un coup qu'elle est là, mets-toi un casque parce que ça sera pas facile parce que ça vient de tous les bords, de tous les côtés. Ça va venir autant qu'on a parlé d'un haters, ça va venir d'une économie, ça va venir d'un pays qui te met un tarif, ça va venir d'une guerre, ça va venir d'une récession, ça va venir d'une place que tu l'auras jamais vu venir. Je les ai toutes vues depuis les 20 dernières années, puis je les ai vécues. Autant la crise de 2008 en immobilier qui a quand même affecté, puis je commençais en affaires. Mets-toi un casque, puis un bon casque, parce que c'est... Puis mentalement, c'est ça qui... Si t'es pas prête, tu penses que... Ça va être facile. Non, mais dans le sens que si tu penses que tu vas être facilement affecté, puis que t'as peut-être pas les émotions pour gérer ça, puis t'as pas cette armure-là, fais-les pas. Puis jamais je vais dire à quelqu'un ne va pas comme entrepreneur, mais je veux juste te dire, pour ton bien-être personnel... Sois prêt. Sois prêt. Moi, aujourd'hui, j'ai une carapace que je considère quasi indestructible. Je suis prêt à la guerre contre n'importe quoi. Puis, à la limite, je les nommerai pas, mais j'ai parlé avec un compétiteur cette semaine, puis j'ai dit, aussi gros que tu peux être, puis aussi petit que je peux être dans cette industrie-là, j'ai dit, fais jamais l'erreur d'aller en guerre contre moi. Puis je vais te le dire, j'aime ça. Fait que, comme je sais pas, c'est pas comme si je serais pas déçu, là, Je le fais pas parce que par respect, puis je vous respecte, puis j'espère que vous nous respectez. Mais je dis, si un moment donné dans ton équipe, ça parle de ça, fais-les pas parce que tu vois que je suis prête. Des fois, j'ai comme, à la limite, ma femme, elle va dire, tu cherches la merde, là. Mais j'aime ça. Fait que, comme mon casque, moi, ça fait longtemps que je l'ai, puis fait que c'est le meilleur conseil que je peux donner.
Merci, Eric. Ça fait plaisir. Très Merci cool. à toi. Méchante belle entrevue. Merci beaucoup. Merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cette belle entrevue-là avec Eric. Si vous l'avez apprécié, partagez-la dans vos réseaux. Envoyez-la à des entrepreneurs que vous connaissez, que ça peut aider. Et on se voit dans un autre épisode du Côté sombre des affaires.